Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la conférence. Je vais tout d'abord me présenter. C'est important, avant de parler, de trouver ma place, de voir un petit peu le contexte, comment les choses sont venues à moi pour vous aider à avancer. Et puis, il y aura une période à un moment donné de questions. Donc, n'hésitez pas à noter dans un coin de votre tête les questions que vous aurez. Et nous finirons par un petit voyage, un court voyage chamanique, détente, qui vous permettra de repartir plus léger. On perd entre 2 et 3 kilos à peu près. C'est sympa. 2 ou 3 kilos de pensée négative, hein, bien sûr. Hein, voilà. Donc, et voilà. Donc, c'est voilà l'objet de la conférence de ce soir. Donc, je suis Natacha Calestrémé, journaliste, réalisatrice d'une 30aine de films pour la télévision, romancière aussi. Je fais aussi la vaisselle. Ça c'est pour savoir s'il y en a qui suivent, parce que voilà, il est tard. Et j'ai, pendant une période de ma vie, tout allait plutôt très bien. Comme l'a expliqué Céline, j'ai fait 10 ans d'animalier. Donc j'ai filmé les crocodiles, les muriens, les guépards, les hippopotames. Et c'est lors de ces voyages que mon intuition a commencé à se développer. J'étais en Ouganda pour filmer les hippopotames. Et les hippopotames, ils restent à fleur d'eau dans un lac. Ils attendent que la nuit arrive parce que leur peau craint le soleil. Et donc, ils ne bougent pas. Donc, c'est très ennuyeux à filmer. Et à un moment donné, je dis à mon caméraman, la maman hippopotame, là, elle va se lever, son petit derrière va se lever aussi, ils vont partir dans cette direction. Donc il pointe sa caméra sur la maman hippopotame que je lui ai désignée, et tout d'un coup, elle se lève, son petit fait pareil, et ils partent dans la direction que j'ai indiquée. Gérard se retourne vers moi, il me dit « Comment t'as fait ?» Je dis « J'ai fait quoi ?» Et il me dit « Pour deviner qu'elle allait partir. » Et là, je réalise. Je dis « J'en sais rien. » Et c'est comme ça, finalement, que pour la première fois, j'ai pris conscience que je m'étais mis au diapason, en fait, de la nature, de l'environnement. Et je l'ai analysé en disant peut-être que le fait d'oublier qui je suis, de simplement être observatrice, curieuse, de me laisser gagner par les molécules des hippopotames, des fleurs et des feuilles de la savane, et bien finalement, quelque chose est venu jusqu'à moi. Et c'est comme ça que l'intuition a commencé à se développer au contact de la vie sauvage, au contact de la nature non modifiée par l'homme. Et puis après, le magazine Géo m'a fait partir m'a demandé de faire un sujet sur les Indiens Shipibo et surtout le chamanisme, une initiation chamanique au Pérou. Et là, le contact avec les plantes maîtresses, c'est ainsi qu'il les appelle, les plantes enseignantes, a encore décuplé mes intuitions. Et donc, je dirais que tout allait très bien. Ça se passait formidablement bien. Sauf qu'à un moment donné, les articles que j'ai proposés m'ont été refusés, les manuscrits que je proposais m'ont été refusés, les films que je proposais m'ont été refusés, je me retrouve au chômage. Sans argent, c'est la honte absolue, je le vis ultra mal. J'ai jamais connu la crise, je le vis vraiment très très mal. Et donc, sans le savoir, il va y avoir comme ça, durant 4 ans, une descente vers des choses vraiment difficiles et où tous les domaines finalement de ma vie vont être touchés. Sur le plan familial, il se passe des choses, c'est dur. Je perds ma petite sœur, ensuite une très bonne amie des suites de harcèlement conjugal. J'ai rien vu, je me sens coupable, c'est l'enfer. Ça continue, et puis au bout de 4 ans, j'ai une double hernie discale, et là, je ne peux plus avancer, je ne peux plus bouger, je ne peux plus rien faire. Et finalement, il me faut ce problème de santé pour ouvrir les yeux sur le fait que je vais très mal. Et donc, il va y avoir une conjonction de choses. C'est que je vais comprendre
que quand Pôle emploi m'appelle pour me dire venez, il faut absolument, je le prends très mal, je dis non, je ne vais pas venir. Il me dit si, parce que sinon vous perdez vos droits. Et que en allant chez Pôle emploi, finalement, la personne me donne des informations sur un stage que je vais faire ensuite à l'école du cinéma. Je réalise que finalement, si je n'avais pas connu le chômage, je n'aurais jamais pu rencontrer cette dame et qui ne m'aurait pas parlé de la formation. Et je n'aurais pas fait ensuite quelque chose qui m'aurait vraiment plu, c'est-à-dire adapter mes romans pour la télévision et le cinéma. Et là, il y a une phrase que Jung cite, qui va m'interpeller. Il dit que tout ce qu'on ne comprend pas, tant qu'on ne comprend pas le message d'une épreuve, cette épreuve nous soumet. Si on comprend le message d'une épreuve, eh bien, on la dépasse et on s'en libère. Et c'est vrai que du coup, je réalise qu'effectivement, à travers ce chômage que je vivais très très mal, eh bien, j'ai pu faire une formation qui m'a donné une opportunité de faire quelque chose dont je rêvais, que je rêvais complètement. Donc, ça m'interpelle. Et alors, je me dis, mais cette maladie, alors, pourquoi elle est là ? Et pourquoi finalement certaines personnes tombent malades et pas d'autres ? Et donc je vais commencer à faire des recherches et à me poser des questions et à me dire que finalement, s'il suffisait que les virus, les microbes et les bactéries soient présents pour qu'on soit malade, on serait tous malades tout le temps. Donc pourquoi certains d'entre nous tombent malades et d'autres pas ? Eh bien là, je vais me référer à la médecine de pointe, qui est la psychoneuroimmunologie, qui explique que à partir du moment où on vit un stress, cela crée une chute de notre immunité qui nous rend sensibles aux éléments pathogènes qui nous entourent. Le moindre stress, une remarque désagréable, quelque chose crée une chute de mon immunité et me rend sensible aux éléments pathogènes, les virus, les bactéries, les microbes. Et ça rejoint toutes les médecines dites parallèles qui vont de la médecine chinoise, l'acupuncture, l'ostéopathie, etc., qui considèrent le MDR, je ne vais pas toutes les citer, mais qui considèrent que l'émotionnel douloureux est à l'origine de la déclaration de la maladie. On a pour habitude de dire « Tiens, j'ai un problème d'angine ou j'ai une migraine ou j'ai une gastro, c'est parce que j'ai mangé quelque chose qui n'était pas bon ou c'est parce que j'ai pas mis un foulard et j'ai transporté quelque chose de lourd, donc j'ai mal au dos. » Et on va porter notre attention sur l'extérieur, sur les autres, sur le sort qui s'acharne, sans finalement considérer qu'il s'est passé quelque chose juste avant qui a créé notre chute de notre immunité. Et donc le principe, c'est de se dire, je tombe malade, qui j'ai vu juste avant de tomber malade ? Qu'est-ce qu'on m'a dit de douloureux juste avant que je tombe malade ? Alors c'est vrai que quand on a vécu un deuil, par exemple, le deuil d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, avoir un eczéma juste derrière ou une dépression, faire le lien entre la cause et l'événement, entre l'événement et les conséquences, c'est facile. Par contre, se rendre compte que finalement, on a une angine parce que notre patron nous a dit une réflexion un peu dure, où on est aphone parce qu'on aurait voulu crier à notre conjoint ou à notre compagne tu m'embêtes, pour pas dire autre chose, je suis pas d'accord, mais on craint son autorité ou on a peur que nos mots dépassent notre pensée. Et du coup, on ne s'autorise pas à dire les choses et ça reste au fond de notre gorge. Et le lendemain, on est aphone. Et on dit j'aurais dû mettre un foulard ou j'ai crié trop fort. Mais non, il y a quelque chose qui est resté, qui fait qu'on n'a pas parlé. Donc ça, comprendre que finalement, la maladie a son origine, en fait, dans l'épreuve, eh bien,
ça permet d'aller chercher finalement la cause. Parce que je ne sais pas s'il y a des médecins dans cette salle, mais maintenant, systématiquement, quand je fais des conférences, il y a des médecins. Il y en a 1, 2, 3, 4. Très bien, super. On est pas loin du record. Habituellement, on est 3, donc c'est super. Bravo. Tous les médecins de famille, notamment, sont désespérés, on va dire, se lamentent de voir toujours les mêmes patients pour toujours les mêmes affections. Et pourquoi ? Parce que finalement, le médicament, les choses qui vont être amenées comment dire, pour éradiquer le problème, va enlever le symptôme, mais on ne va pas aller chercher la cause. Et c'est pour ça que ça revient. J'ai une affection, j'ai une tendinite au coude, je prends un anti-inflammatoire et j'ai une inflammation à l'autre coude, où ça revient de l'autre côté. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est malade, la première des choses, malgré tout, il faut aller voir un médecin. Pourquoi ? Pour 3 raisons. La première raison, c'est que si on souffre, on ne peut pas travailler sur l'énergétique. C'est impossible. La deuxième raison, c'est que ces éléments pathogènes, virus, microbes, bactéries, il faut les éradiquer. Et ça, seul un médicament et un médecin va pouvoir vous aider à l'enlever. Donc ça, c'est extrêmement important, que ce soit en médicaments chimiques ou naturels. Ça, c'est votre histoire. Mais le médecin, il est là pour vous dire et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas prolifération de ces éléments. Et c'est extrêmement important, notamment des angines, des choses comme ça, où on ne peut pas rire sur ces choses-là. La troisième raison extrêmement importante, c'est que depuis qu'on est tout petit, on a appris à, lorsque on est malade, on va voir un médecin. Et si on ne va pas voir un médecin, il y a quelque part notre mental qui va nous dire « ça ne va pas marcher pour moi l'énergétique, parce que je ne fais pas quelque chose de normal ». Et puis, vous savez, il y a des hommes, mais il y a beaucoup de femmes. Nous, les femmes, le petit vélo dans la tête, c'est pas possible, etc. C'est facile chez nous. Bon, eh bien, ce mental, il faut le calmer. Et donc, il faut dire à notre mental « Eh, regarde, je fais quelque chose de normal ». Alors, vous allez me dire « Oui, mais une fois qu'on a vu le médecin, pourquoi on va chercher d'autres choses sur le plan énergétique ?» Pour éviter que ça revienne. Tout simplement. Et pour éviter que ça revienne, on va effectivement essayer de chercher d'où vient le problème, la cause émotionnelle. Et la cause émotionnelle, pourquoi est-ce que si mon patron me dit j'arrive 5 minutes en retard, je suis toujours en avance, il regarde la montre et dit « oh, on n'est pas en vacances, je suis toujours à l'heure, toujours en avance. » Je le prends super mal et le lendemain, j'ai une angine. Pourquoi est-ce que je monte dans les tours et ça provoque une angine chez moi alors que finalement, bon, il l'a même peut-être pas dit méchamment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un principe, c'est que de 0 à 9 ans, on va vivre un certain nombre d'épreuves, ce que j'appelle des tsunamis émotionnels. De 0 à 9 ans, on n'est pas outillé pour faire face à l'épreuve, à une remarque, à une gifle d'un parent, à un deuil, à quelque chose qui va nous bousculer. Et donc, on va extrêmement mal prendre les choses et ça crée un tsunami émotionnel. Et vous savez, un tsunami, les vraies vagues, voilà, un séisme, un séisme émotionnel, la vraie vague de tsunami, après, on remarque qu'il y a toujours des petites vagues, ce qu'on appelle des répliques. Eh bien, dans notre vie, c'est pareil. 0-9 ans, tsunami émotionnel. C'est un tsunami parce que je ne sais pas gérer, je ne suis pas outillée pour gérer. Et après, ce sont toute la vie durant, eh bien, il y a des répliques, des choses qui reviennent. Et pourquoi je monte finalement dans les tours ? Parce qu'une amie me dit « Oh, t'as pas bonne mine aujourd'hui » ou on me fait une remarque et tout de suite je le prends mal. Tout simplement parce que ça me replace au niveau du tsunami originel.
Donc, ce qui est important, c'est effectivement de trouver l'épreuve d'origine, celle qui a créé ensuite les petites répliques. Alors peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous vous dites, oui, mais moi, à 18 ans, j'ai perdu un proche, et mon tsunami, c'était celui-là. Eh bien, contre les apparences, c'était déjà une réplique. C'est-à-dire qu'avant, de 0 à 9 ans, vous avez vécu quelque chose que vous avez vécu encore plus durement, mais vous ne vous en souvenez plus. Et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, l'important, c'est effectivement de se dire que dans notre petite enfance se cachent les clés de ces répliques. Et ces répliques, finalement, elles vont se manifester chez nous sous la forme d'un problème de santé, ou sous la forme d'une épreuve, ou encore sous la forme d'une épreuve ou d'un problème de santé. Et donc, il faut chercher effectivement l'origine, cette origine, pour pouvoir s'en libérer. Moi, quand j'ai cette double hernie discale, je vois exactement ce qui s'est passé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit des phrases atroces 2 jours plus tôt. 2 jours après, double hernie discale. Donc le lien, il est ultra facile pour moi à faire. Je sais pourquoi j'ai ça. Il y a à la fois le côté j'en ai plein le dos, et il y a le côté, la douleur au dos, c'est souvent j'en ai assez de faire, de donner autant pour recevoir si peu. De donner autant à mon entourage de recevoir si peu. J'ai mon corps qui me dit quelque chose. Et donc, je vais aller voir un médecin, bien sûr, qui me diagnostique cette double hernie discale. Et la chance que j'ai eue, c'est que la douleur n'est pas partie complètement. La chance, c'est parce que si jamais j'étais finalement... si je n'avais plus du tout mal, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, c'est sûr. Et donc, je me suis rappelé que j'avais interviewé des chamans, des guérisseurs, des énergéticiens, et qu'ils m'avaient partagé leur manière d'aller mieux après une épreuve dramatique, après un deuil, après avoir frôlé la mort. Avec beaucoup de... Comment dire ? J'étais très dubitative. J'ai essayé en me disant que ça n'allait pas marcher. Mais en me disant, j'ai plus que ça. Et donc, j'ai mis en pratique ces rituels chamaniques, ces rituels énergétiques, et ça a changé ma vie. Et tout ça, en fait, s'est fait en même temps. C'est-à-dire que 2011, tout commence et tout s'écroule. 2015, j'ai la double hernie discale. Et de 2015 à 2016, je vais mettre en pratique ces rituels chamaniques, ces rituels énergétiques. Et en même temps que je les mets en pratique, il y a des choses qui matchent, qui changent instantanément, d'autres qui vont mettre beaucoup plus de temps. Et je mène ces recherches sur le plan de la santé, sur le plan énergétique, pour essayer de comprendre pourquoi ça marche. Je ne veux pas me satisfaire de simplement « ça marche pour moi ». Et Stéphane Alix, certains d'entre vous le connaissent, mon mari, me dit « partage ça dans un livre ». Et moi, je lui dis, je peux pas partager quelque chose simplement avec ma propre expérience. Je ne me sens pas légitime. Étrangement, il y a des personnes de mon entourage qui vont me solliciter pour des problèmes, des épreuves. Ma fille a tel problème, mon fils vit ça, j'ai tel problème de santé. Je suis journaliste, pourquoi ils viennent me chercher? Je ne sais pas. Mais je partage avec eux ces techniques. Et ça marche. Et je sais qu'un médicament, lorsqu'il est mis sur le marché, il suffit qu'il ait 55% de résultats positifs. Et là, je suis à plus de 90% de résultats positifs. Et je me dis, je ne peux plus, statistiquement parlant, me cacher derrière la chance ou me dire, finalement, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais c'était du bol. Donc, je vais proposer des ateliers de 2016 à 2019, 800 ateliers, 30 personnes à chaque fois, et à ma grande surprise, des médecins, des psychothérapeutes, des psychiatres, des psychologues, des infirmiers viennent se former. Et ça marche pour eux aussi. Certains m'envoient de leurs patients.
Et là, je vais prendre complètement confiance en ces techniques et je vais transformer ces rituels chamaniques énergétiques en protocoles pour que ce soit plus facile à partager, plus facile à intégrer. Et c'est comme ça que début 2020, je vais proposer, donc je vais écrire la clé de votre énergie. Et le confinement va faire un peu comme une traînée de poudre parce que les gens, finalement, vont mal et cherchent des outils. Alors, j'en reviens justement sur ces recherches parce que, effectivement, ça marche, et j'aurais pu me satisfaire du fait que ça a marché pour moi, ça marche pour les personnes avec qui je partage, ça marche avec les personnes qui partagent aussi ces techniques, mais j'avais vraiment envie de savoir le fondement. Moi, la science me rassure, et essayer de comprendre comment ces choses-là pouvaient s'expliquer pour des personnes rationnelles. Je sais qu'avec Bonheur Factory, les habitués, vous êtes très ouverts sur ces choses-là. Mais je dirais que moi, ce qui m'intéresse, c'est presque plus de convaincre les personnes qui sont sceptiques, curieuses, mais sceptiques. Parce que c'est un challenge déjà, mais c'est surtout que, voilà, ouvrir les choses aux personnes qui se posent des questions, comme moi, je me suis posé des questions. Et donc, il y a cette histoire de l'épreuve, de la maladie, avec ses répliques. Et je me rends compte que finalement, notre passé, notre enfance, explique beaucoup de choses, mais pas tout. Et ce qui va servir en fait de terreau à trouver ma place, c'est le fait que je me rends compte que il y a certaines personnes qui vont très bien, mais dans leur vie familiale ou professionnelle ou sentimentale, ou bien dans leur chez soi, enfin dans leur habitation, les personnes ne se sentent pas complètement au top. Et donc, je me dis, je rencontre quantité de personnes qui me disent je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut pour rencontrer l'amour, pour que ma fille aille bien, pour que mes enfants me parlent, pour que ceci, cela, et ça ne se fait pas, ça ne marche pas. Donc, là, il faut aller chercher ailleurs. Et je vais reciter Jung qui dit « La conscience cosmique », ce que j'ai traduit par l'univers, la conscience cosmique s'arrange pour faire venir des épreuves sans arrêt jusqu'à ce qu'on s'en libère. L'univers nous fait venir dans des choses sans arrêt jusqu'à ce qu'on s'en libère, jusqu'à ce qu'on en ouvre les yeux sur le message pour s'en libérer, les répliques dont je parlais tout à l'heure. Et si les choses venaient d'un peu plus tôt, avant la naissance. Tout à l'heure, Céline a parlé du fait que quand on s'incarne finalement, eh bien, on choisit un certain nombre de blessures et on va, toute la vie durant, attirer à soi des personnes et des situations pour nous permettre un jour de peut-être nous en libérer. Et les premières personnes qu'on va attirer, c'est qui ? Les parents. Donc, finalement, si là, c'est la naissance, 0,9 ans, on en a parlé, de tsunami émotionnel, eh bien, il existe aussi un autre tsunami émotionnel dont on peut hériter, celui de la famille. Et là encore, c'est l'épigénétique qui le montre. L'épigénétique, elle a montré quoi ? Que, imaginons un grand-père, enfin un homme, qui part à la guerre et qui part en camp de concentration. Il a une transformation de l'expression de ses gènes. Cette épreuve-là crée une transformation de l'expression de ses gènes. La chose troublante, c'est que les enfants de cet homme, qui ne sont jamais partis à la guerre, ont eux aussi une transformation de l'expression de leurs gènes. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le petit enfant de cet homme, au départ, qui a peut-être 1 mois ou 10 mois, qui n'a jamais entendu parler du grand-père, le grand-père qui est peut-être mort depuis, il a lui aussi
une modification de l'expression de ces gènes. Il y a encore plus troublant. C'est qu'une personne adoptée, imaginons que ce grand-père qui est parti à la guerre, il a eu un fils qui a adopté un enfant. Eh bien, cet enfant adopté, eh bien, il a lui aussi une modification de l'expression de ses gènes. C'est prouvé par la science, par l'épigénétique. C'est pas expliqué, mais c'est prouvé. Et un peu comme si on appartenait à une même famille d'âmes. Et donc, ce principe-là de la transmission, les psys l'appellent les héritages transgénérationnels. Et c'est là où ça devient très intéressant. Et c'est là où Trouver ma place répond vraiment à cette question-là. C'est que, quelle que soit l'épreuve que l'on vit, il y a des choses qui sont liées à notre enfance, mais essentiellement des choses qui sont héritées de notre famille, de notre père, de notre mère, de nos grands-parents, de nos oncles ou de nos tantes, de nos arrière-grands-parents si on a des informations. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui se disent là maintenant, mais moi, je n'ai pas d'informations en dehors de mes parents, comment je fais, etc. Si vous faites déjà le travail en faisant avec ses parents, c'est 90% du boulot. Et dites-vous que si vous avez une information concernant un oncle ou une tante, un grand-oncle ou une grande-tante, ou juste un arrière-grand-parent, ce n'est jamais pour rien. Cette information-là, vous l'avez entendu, il y a peut-être quelque chose de l'héritage transgénérationnel. Voilà, donc ça, c'est le fait que la science ait démontré qu'il y avait des héritages, eh bien ça permet d'ouvrir les yeux. Et alors, j'ai pour coutume de dire que finalement, c'est l'enfant le plus à même de guérir de l'épreuve qui en hérite. Ce n'est pas parce que, imaginons, une grand-mère qui s'est fait violer, qu'on va hériter et on va être violé nous aussi, pas du tout. C'est-à-dire que l'épreuve, elle va se rejouer d'une manière ou d'une autre, et pas forcément chez nous. On n'a pas les mêmes casseroles, les mêmes valises que la fratrie. Et ça peut tout simplement se manifester chez nous sur le fait que la grand-mère, quand elle s'est fait violer, imaginons, elle avait 15 ans, par un oncle, elle a pu imaginer dans sa tête l'adversité vient par l'homme, la douleur vient par la famille, l'amour est faussé, et nous, on est dans notre vie et puis on dit je tombe toujours sur des hommes qui ne sont pas disponibles. Ben pourquoi ? Parce qu'en fait, on a hérité du fait que cette grand-mère, elle a peur des hommes. Elle a eu peur des hommes. Et on a hérité de ça. Et ça marche aussi pour un homme. Imaginons un homme qui tombe que sur des femmes qui sont toxiques ou bizarres. Bon, eh bien, ça peut venir de là. Il ne faut pas s'arrêter au simple sexe, en fait. Cet homme a peut-être hérité de la grand-mère qui dit l'autre sexe est un danger. Et nous, on ne comprend pas pourquoi dans notre vie, ça ne tourne pas rond. Déjà, c'est déculpabilisant parce qu'on ne se dit pas on est nul, on n'y arrive pas. Voilà. Et moi, ça, je l'ai compris parce qu'à une époque, j'étais complètement invisible. Je pouvais faire tout ce que je voulais, journalisme, romancière, etc. On ne me voyait pas. Mais jamais aucune interview, rien. Et je réalise que ma grand-mère était complètement invisible. Je découvre ma grand-mère, elle a 75 ans, mon grand-père vient de mourir. Je ne la vois pas avant, je ne la vois pas. Je vais avoir de l'émotion, je suis quelqu'un d'hypersensible, comme mon cher ami Fabrice Midal. Ça va devenir pour moi une icône
une icône de la générosité, c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais, c'est un exemple pour moi. Et je me dis, waouh, mais pourquoi j'ai pas vu cette femme avant? C'est horrible. Transparente. Comment on peut être transparent alors qu'avec autant de générosité, autant de dons de soi, c'est fou. Et c'est une vraie claque dans ma tête. Et je vais mettre en pratique le protocole 7, qui est le protocole de nettoyage des liens de souffrance, avec ma grand-mère adorée. Elle est morte depuis bien longtemps quand je fais ce protocole, puisque ce sont des choses qu'on peut faire seul. Et le lendemain, RTL m'appelle pour un livre qui est sorti 6 mois plus tôt, un roman, et les choses changent. Et les choses changent. Est-ce que j'ai changé, moi? Non. Est-ce que mon entourage a changé? Non. Je me suis simplement délestée d'un fardeau émotionnel qui ne m'appartenait pas. Et d'en trouver ma place, eh bien, j'ai eu à cœur de présenter dans 7 grands thèmes le maximum de situations que vous pourriez rencontrer, tout en vous proposant des épreuves qu'aurait pu vivre votre famille. Ce n'est pas évident de réaliser que, imaginons que parmi vous, il y en a qui aient perdu leur emploi. Bon. Perdre son emploi, faire le lien avec la mort d'un enfant dans notre famille, le lien, il n'est pas ultra évident. On est d'accord. C'est pas... Et pourtant, il peut y avoir un lien. Je vais vous donner un exemple. Un jour, il y a un monsieur qui me dit j'en ai assez, je perds toutes mes entreprises, je suis dans le business. Chaque fois que je crée une entreprise, en presque 2 ans, avant 2 ans, elle se casse la figure. La première fois, c'est parce qu'il y a un ravalement de toute la rue, donc on est caché, personne ne voit ma boutique. La deuxième fois, ils font des galeries pour poser le gaz, donc la route, elle est coupée. Je perds mon entreprise au bout de presque 2 ans, et je crée une autre entreprise, j'y mets toute mon énergie, et il y a le confinement, et bam, je perds en presque 2 ans mon entreprise. Alors, je lui dis, là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est ce presque 2 ans qui revient à chaque fois. Quand il y a des dates qui reviennent, quand il y a des dates qui reviennent ou des durées qui reviennent, il faut faire attention à ça. Et je lui dis, qui dans votre famille a vécu un très grand drame au bout de presque 2 ans? Il s'effondre en larmes. Il me dit, j'ai appris quelque chose récemment. Je croyais avoir la place de l'aîné, encore une histoire de place. Et en fait, je suis le deuxième. Je suis le deuxième. Il y a eu d'autres frères et sœurs après moi, mais je ne suis pas l'aîné. Parce que mon père a eu un premier enfant qui est mort à 18 mois. Presque 2 ans. Il me dit, il m'en a jamais parlé. Je l'ai su récemment. Et il l'avait confié à un tiers qui, à cause de la malveillance, l'enfant est mort. Et on voit bien que finalement, il y a quelqu'un extérieur à la famille qui fait en sorte que l'enfant meurt. Et dans la vie de cet homme, eh bien, ce sont des événements extérieurs, le confinement, le ravalement, la pose du gaz, un élément extérieur qui fait arrêter l'entreprise au bout de presque 2 ans. Et là, il me dit, mais c'est une révélation. Il me dit, je vois effectivement le lien avec ces choses qui se rejouent. Et
Et il me dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et la chose, c'est que je lui dis, il est possible que votre père se soit senti coupable, comme vous vous sentez coupable de ne pas mener au bout vos entreprises. Elle me dit, mais oui, complètement. Donc, je dis, il va falloir faire un protocole, c'est protocole 6+, un protocole pour ne plus porter ce fardeau émotionnel de votre père et en même temps récupérer l'énergie qui vous a prise. Alors, je vais en venir. Je vais venir là-dessus. Mais pour voir, en fait, c'est important de se rendre compte qu'il y a comme ça ce lien comme ça qui revient sans arrêt. Et ça me fait penser à une fois, je donne une interview à une journaliste, et puis elle me dit, à un moment donné, on finit l'interview, et puis à la fin, elle me dit, mais moi, chaque fois que je rentre dans une société en tant que journaliste, au bout de 3 mois, je perds mon boulot. Au bout de 3 mois, je perds mon boulot. À chaque fois, au bout de 3 mois, je perds mon boulot. Et elle me dit, je me marie, et au bout de 3 mois, on divorce. Alors je dis, vous voyez, ce 3 mois-là, il est extrêmement important. Et je dis, qui dans votre famille a vécu quelque chose de très dur au bout de 3 mois ? Elle me dit, oh là là, mais comment j'ai fait pour ne pas réaliser ? Elle me dit, ma mère a perdu un enfant alors qu'elle était enceinte de 3 mois. Elle ne s'en est jamais remise, c'était bien avant que je naisse. Et pareil, en faisant un protocole, je vais y venir préciser lequel, etc. avec elle sur ce sujet, mais en faisant un protocole avec la mère, en disant, tu as vécu cette épreuve, tu as perdu cet enfant au bout de 3 mois. Et moi, je perds toutes mes entreprises, ou je perds tous mes conjoints au bout de 3 mois. Ce n'est pas mon épreuve. Je m'en libère comme je t'en libère. Simplement, ce sont des mots très simples. Et en se libérant d'un fardeau émotionnel, en libérant les personnes avant nous de ce fardeau émotionnel, eh bien, les choses changent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'y croire pour que ça marche. Il suffit simplement d'avoir une très belle intention de guérison. C'est-à-dire que si vous êtes là dans cette salle, sauf ceux qui ont été contraints, et dans ce cas-là, vous me montrez les menottes, voyons. Non, parce qu'il y en a, peut-être, ils ont été contraints. Si tu viens pas, je divorce. Eh bien, en dehors de ceux qui ont été contraints, si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie d'avancer autrement, envie de vous libérer de fardeaux émotionnels différents, qui appartenaient à qui n'étaient pas les vôtres, qui appartenaient à votre famille. Vous avez envie de changer, que votre vie avance autrement. Et pourquoi il suffit simplement de l'intention pour que les choses changent ? Eh bien ça s'explique en fait d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'ai cherché à comprendre pourquoi un travail sur l'énergétique fonctionnait et marchait sur nous. Voilà, pourquoi ça fonctionnait. Et là, j'ai interviewé Philippe Bobola, qui est docteur en biologie, en physique. Il est également chercheur sur le cancer. Je pense qu'il fait lui aussi la vaisselle. Et il m'a dit que notre corps est constitué de milliards de molécules. Chaque molécule, c'est plusieurs atomes. Un atome, c'est 0,01% de matière, le noyau, et 99,99% de vide. Sauf que grâce à la physique, on sait que ce n'est pas du vide. Le nuage électronique, les électrons, ils se meuvent dans un sens grâce à une information et surtout grâce à une énergie. Donc, tout ce qui constitue notre corps, ces milliards d'atomes, sont constitués à 99,99% d'énergie et d'information. Il reste que 0,01% de matière. C'est fou quand même. C'est étonnant. Et une épreuve, qu'est-ce que c'est ? Une épreuve, c'est finalement une information douloureuse qui vient en nous avec une très grosse énergie. Et c'est pour ça que ça nous touche.
Et c'est pour ça que dès qu'on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Alors, pour comprendre comment ça se passe, je vais vous demander de réfléchir à un drame, un choc, quelque chose, un deuil, quelque chose que, un accident, quelque chose que vous avez vécu qui vous a, waouh. Essayez de vous rappeler de ce moment. Et les psychiatres expliquent qu'il y a 3 étapes quand on vit ce genre de choc, qui se passent en quelques secondes. La première étape, c'est la sidération. On est pétrifié. La deuxième étape, c'est la dissociation. On devient comme extérieur à soi-même, étranger, comme si on se regardait vivre. La troisième étape, c'est la fuite mentale. On est incapable de penser. Si pendant notre enfance, pendant ces 0-9 ans, notre père ou notre mère, ou quelqu'un, un grand-père, une grand-mère, nous a fait vivre quelque chose de très dur, on a été dans cet état de sidération, dissociation, fuite mentale. Et peut-être que ce parent, à ce moment-là, nous a dit « Réagis, qu'est-ce que tu as à dire à ça ?» Et nous, on n'a rien dit. C'est pas qu'on ne voulait pas, c'est qu'on ne pouvait pas. Parce qu'on était en état de fuite mentale. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces petites jeunes filles de 12 ans qui avaient été violées par un homme d'une trentaine d'années et on avait dit qu'elle était consentante parce qu'elle n'avait pas réagi. Elle était en état de sidération, dissociation, fuite mentale. Elle ne peut pas réagir. Il serait temps que les tribunaux l'intègrent. C'est en train de venir, tout va bien. Du coup, quand les psychiatres parlent de ces 3 états, fuite mentale, les énergéticiens parlent de perte d'âme. Perte d'âme, je me suis dit, l'âme, c'est quoi? On enlève le côté religieux. L'âme, c'est finalement le support de notre conscience, de notre estime de soi, de notre confiance en soi, le siège de notre énergie vitale. Et finalement, cette perte d'âme, c'est tout simplement que cette épreuve, ce choc, ce drame, nous a privés de notre confiance en soi, de notre estime de soi, de notre énergie vitale, de notre façon de penser. Et les énergéticiens disent que cette énergie, elle s'en va hors du corps. Au-dessus, comme ça. Et c'est vrai que si notre corps est constitué à 99,99% d'énergie d'information, et que je reçois une énergie douloureuse, une information douloureuse avec énergie, eh bien, il y a une partie qui va partir. Et pourquoi? Parce que le corps me protège. Si j'ai une très grosse blessure, le corps il va produire des endorphines pour éviter que mon cœur explose. Pendant quelques secondes, j'ai pas mal. C'est grâce aux endorphines, parce que le corps essaie de me protéger. Face à la douleur psychologique, une violence, quelle qu'elle soit, eh bien le corps, il nous protège encore. Il nous protège comment? En faisant sortir une partie de notre énergie, la fuite mentale. Vous avez peut-être tous déjà entendu cette expression de vétérans qui ont dit, vétérans de guerre, qui disaient « ici, à cet endroit, j'ai perdu une partie de mon âme ». Vous avez entendu cette expression? Il y a une partie de notre âme qui s'en va, partie d'énergie. Une partie d'énergie qui s'en va. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver notre place dans notre travail? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire ce que l'on pense? Pourquoi on n'arrive pas à prendre la décision de changer de travail ou de se lancer dans une nouvelle activité? Pourquoi on n'arrive pas à prendre une bonne décision? Parce qu'il y a sans arrêt une partie de nous qui essaie de se relier à quelque chose qui n'est plus à l'intérieur de nous. Et c'est fatigant. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Je me relie à quelque chose qui n'est plus à l'intérieur de mon corps. Et
si vous avez le loisir, n'hésitez pas à regarder sur mon site. Dans les premiers témoignages, il y a un médecin qui s'exprime sur un peu plus d'1 minute sur le fait qu'il a fait ce protocole de reset énergétique, donc c'est le protocole 5, qui permet de récupérer l'énergie. Parce que la bonne nouvelle, c'est que cette énergie, on peut la récupérer. Et il a fait ce reset énergétique. Alors, il l'explique, en fait, il dit j'ai vécu quelque chose à 18 ans de terrible, et depuis, je perds de l'énergie. Le gars, il est médecin, il est sportif, mais il perd de l'énergie. Bon. Et il me dit, en lisant le livre, je comprends qu'il faut que je fasse le protocole 5, le recouvrement d'âme suite à une épreuve. Il me dit, je l'apprends par cœur, médical. Je l'apprends. Bon. Puis il me dit, je commence, et puis il me dit, j'arrête, je me trouve ridicule. Je suis sur ma chaise tout seul, je dis des phrases tout seul. Bientôt, je vais partir en asile psychiatrique. C'est vrai que c'est space. Hein. On finit tous schizophrènes. Hein. Et il s'arrête, puis il va se coucher. Puis il me dit, j'arrive pas à dormir. À 2h du matin, je le refais. Et là, il me dit, je sens physiquement quelque chose dans mon corps. Il a la chance, moi, je n'ai jamais rien senti. Et il me dit, j'ai quelque chose de l'ordre de la fatigue chronique qui a disparu. Il précise même, ma fille, qui vient nous voir de temps en temps, m'a dit, papa, c'est marrant, t'as plus la pêche qu'avant. Et il finit par cette phrase incroyable, il dit, c'est tellement simple que j'aurais aimé qu'on me l'apprenne en cours de médecine. Tout ça pour dire qu'effectivement, c'est simple. Et que pour récupérer notre énergie, il suffit de faire donc ce recouvrement d'âme. Je l'appelais le recouvrement d'âme sous la forme d'un... Enfin, recouvrement d'âme suite à une épreuve ou suite à un choc. Dans toutes les cultures, il y a ça existe depuis la nuit des temps. Moi, j'ai rien inventé. J'ai fait qu'adapter ces rituels chamaniques en protocole. Et donc, en faisant ces rituels, ce rituel chamanique, finalement, ces protocoles, eh bien, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas tenter si ça peut changer les choses? Et donc, ça, c'est suite à une épreuve. Et lorsque quelqu'un nous fait vivre une épreuve à répétition, suite à des déstabilisations répétées, eh bien, cette énergie qui s'en va hors de nous pour nous protéger, elle est absorbée par l'autre. Bizarre, ça. Elle est absorbée par l'autre. Et moi, ce qui m'a rassurée, c'est que les psychiatres parlent de vampirisation inconsciente. Donc je me suis dit, waouh, la chance que j'ai eue finalement, c'est que je lisais des manuels psychiatrie en même temps que j'interviewais des énergéticiens. Et c'est pour ça que j'ai pu faire le rapprochement. Je me dis, mais finalement, ils disent tous la même chose avec des mots différents. Donc, cette vampirisation inconsciente fait que finalement, quand quelqu'un nous fait vivre quelque chose de douloureux à répétition, il nous prend de l'énergie. Tout simplement parce que si je vis une épreuve, je perds de l'énergie, ça crée une béance à l'intérieur de moi. Cette énergie, j'essaie de la combler, d'une manière ou d'une autre. Il y a Patricia Serin, psychologue et psychothérapeute, qui emploie cette image que j'aime bien. Elle dit, nous sommes des arbres, et quand on taille un arbre dans ce sens, dans le tronc, dans ce sens-là, le sens vertical, et ça crée une béance à l'intérieur. Et elle me dit, finalement, quand on a cette béance-là, on devient perceptible par les personnes qui sont un peu toxiques, manipulatrices, et qui savent qu'en s'engouffrant, elles vont pouvoir nous manipuler. Donc en fait, quand on rencontre quelqu'un qui nous a fait vivre, qui nous fait vivre des choses difficiles, de la manipulation, du harcèlement ou des choses un petit peu toxiques, vous pouvez être sûr qu'avant, vous avez perdu de l'énergie. Sûr et certain. Et qui est-ce qui nous prend en premier de l'énergie? Les parents. Pourquoi? Parce que dès qu'on souffre,
nos mots dépassent notre pensée, et donc on va déstabiliser nos enfants, et on leur prend l'énergie. Donc nos parents nous ont pris de l'énergie, et nous avons pris l'énergie à nos enfants. Banal. Archi banal. Ça existe depuis la nuit des temps. Mais sachez qu'à partir du moment où vous allez faire ce reset énergétique, les choses s'arrêtent, changent. C'est assez impressionnant. Donc, ce que je propose, c'est d'effectivement, dans chaque épreuve, faire le lien entre, d'un côté, les épreuves qu'on a vécues, qui nous ont fait perdre l'énergie, les personnes de notre famille et de notre entourage qui nous ont pris de l'énergie, et les personnes de notre famille dont on a hérité de leur fardeau émotionnel. Et parce que dans la clé de votre énergie, je vous donnais toutes les techniques, mais en gros, je vous disais, débrouillez-vous. Dans Trouver ma place, j'ai vraiment tenu à ce que chaque épreuve trouve sa logique, son origine, et que je puisse vous guider, vous prendre par la main en vous disant, voilà, cherchez dans votre famille qui a vécu ça, 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 et faites tel protocole dans cet ordre, etc., pour avancer, pour comprendre. Et justement, pour vous aider à ce chemin, je vous propose un petit exercice. Alors, vous allez tous prendre un papier, un crayon ou un smartphone pour prendre des notes, et on va faire un petit exercice qui va vous permettre de voir le lien entre vos épreuves et les héritages émotionnels. Si jamais vous avez papier, stylo, regardez autour de vous, votre voisin, votre voisine, voir s'il n'aurait pas un besoin, jouer collectif, voir si voilà, quelqu'un n'aurait pas besoin d'un stylo, d'un papier pour faire cet exercice. Vous allez noter maintenant quelque chose que vous souhaiteriez améliorer dans votre vie. J'aimerais trouver un super boulot. J'aimerais être augmenté. J'aimerais trouver l'amour. J'aimerais ne plus avoir tel problème de santé. J'aimerais trouver le lieu idéal chez moi. J'aimerais, qu'est-ce qu'on pourrait dire j'aimerais ne plus être en colère, exactement, voilà. J'aimerais ne plus me sentir sous contrainte, etc., etc. OK ? Vous avez noté ? On n'écrit pas un livre. On écrit un truc. OK. Maintenant, je vais dicter 10 émotions douloureuses. C'est la manière dont vous vivez le fait que vous n'arrivez pas à mener à bien cet objectif, ce souhait, ce projet. Si d'abord là, avant que je commence, vous avez une notion, je le vis vraiment comme vous notez la manière dont vous le vivez. S'il y a quelque chose la manière dont vous le vivez, il y a quelque chose qui vient, vous le notez. Pour tous les autres, je vais donc citer 10 blessures, 10 moyens de vivre ça. Vous allez en noter 2, allez, peut-être 3. Vous en notez 2. Je vais les dire une première fois lentement et je les dirai ensuite une deuxième fois un petit peu plus vite. Voilà. Et vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Vous songez à ce que vous souhaiteriez améliorer et vous vous demandez la manière dont vous le vivez. Est-ce que vous le vivez comme une trahison, un rejet? Est-ce que vous le vivez comme un abandon, avec un sentiment d'abandon? Est-ce que vous le vivez avec un sentiment d'humiliation? Est-ce que vous le vivez comme une injustice? Est-ce que vous le vivez comme de la colère, avec beaucoup de tristesse? Est-ce que vous le vivez avec des peurs, avec de l'impuissance ou de la culpabilité? Vous en notez 2 ou 3. Je vais les redire un peu plus vite. Est-ce que vous vivez le fait de ne pas arriver à ce souhait ou ce projet comme de la trahison,
du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice, de la colère, des peurs, des tristesses, de la culpabilité ou de l'impuissance. Vous notez, vous en notez 2 ou 3. Maintenant, vous notez le prénom de votre mère. Et vous allez vous demander, par rapport à ces 2 ou 3 blessures, est-ce que votre mère a vécu, alors prenons-en 3, tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit colère, prenons colère, injustice et on dit quoi, peur? Allez, youpi. Enfin, youpi, je me comprends. Alors, peur, colère, tristesse. Est-ce que ma mère a vécu des peurs? Ah ben oui, quand son père était à la guerre, nanana. Donc on note. Est-ce que ma mère a vécu de la colère? Pas vraiment, mais colère non exprimée, oui, parce que j'avais cette rage à l'intérieur, oui, ok. Injustice, ah ben oui, quand papa l'a trompée, c'est une très forte injustice, etc. Bon. Maintenant, vous notez le prénom de votre père. Vous vous posez exactement les mêmes questions. Est-ce que votre père a vécu ces 3 blessures d'une manière ou d'une autre? Ça peut être, vous, imaginons que vous avez... Natacha, il y a une personne qui lève la main. Oui. Alors, dans le cas de père, quand on est enfant adopté, c'est père adoptif. Donc, c'est une bonne question. Et donc, vous allez noter, oui, et imaginons que vous viviez de l'injustice par rapport à votre travail. Il est possible que votre père ait vécu de l'injustice parce qu'il s'est fait piquer son héritage par son frère. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je fais la liste dans Trouver ma place de tous les cas. Et vous notez. À côté de votre mère et votre père, vous allez noter que le protocole à faire avec eux, c'est le 6+. Et le 6+ avec votre mère, dans lequel vous direz, vous ferez le protocole pour récupérer l'énergie qu'elle vous a prise. L'avantage, c'est qu'en récupérant l'énergie qu'elle vous a prise, vous faites en sorte qu'elle récupère l'énergie que d'autres lui ont prise. C'est comme si vous lui faisiez un soin. Et et ça c'est moi qui l'ai rajouté aussi, il y a une phrase qui fait « Si malgré moi j'ai pris de l'énergie à mes enfants, Kevin et Kevina, je la leur rends tandis que je récupère l'énergie que ma maman m'a volée, par exemple. » D'accord ? Donc, chaque fois qu'on va faire ce protocole 6+, on va faire en sorte que la personne qui nous a pris l'énergie, on va récupérer notre énergie, elle va récupérer l'énergie que d'autres lui ont volée et on va faire en sorte que notre enfant récupère l'énergie. C'est comme si qu'on lui a pris, c'est comme si on faisait un soin à toutes ces personnes. On va faire la même chose avec le père, le 6+. Et puis ensuite, on va noter le prénom d'un grand-père ou d'une grand-mère. Et on va se poser exactement la même chose, la même question sur ces blessures. Si vous avez très bien connu le grand-père ou la grand-mère et qu'elle était, allez, disons-le, chiante, pas cool, elle vous a pris de l'énergie, 6+, pareil. Si par contre, c'était comme ma grand-mère adorée, que j'ai très bien connue, tardivement, mais qu'elle n'était que bienveillance, elle ne nous a pas pris de l'énergie. Là, on va juste faire le protocole 7 avec elle, parce qu'on a juste hérité de ces fardeaux émotionnels. Si on a une grand-mère, on sait que, imaginons, une grand-mère, elle a perdu son amour qui est parti à la guerre, elle a pu entrer à l'intérieur d'elle le fait que l'amour, le grand amour est impossible. Et nous, on ne trouve pas l'amour. Elle a élevé 5 enfants toute seule et elle a pu se dire 10 000 fois élever 5 enfants, c'est dur. Ce qui s'est transformé chez nous par avoir un enfant, c'est dur. Et on n'arrive pas à avoir d'enfant. Eh bien, on ne l'a pas connue, cette grand-mère. Protocole 7. Protocole 7 en lui disant Mamie, je ne t'ai pas connue, je sais que tu ne m'as pas pris d'énergie, je vais faire un protocole 7, nettoyer les liens de souffrance avec toi, simplement pour ne plus porter tes fardeaux émotionnels. Voilà.
ce que tu as vécu, l'amour est impossible. Eh ben, moi, avec ton mari qui est mort à la guerre, moi, je n'arrive pas à trouver l'amour. Et donc, cette épreuve n'est pas la mienne. Je m'en libère comme je t'en libère. Tu as élevé 5 enfants, c'était très dur. Et tu as pu me transmettre malgré toi que quelque part, c'était trop. Et que les enfants, c'est très dur. Et moi, je n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc, on va faire en sorte que, voilà, on va dire les phrases pour justement se libérer et de ces fardeaux justement émotionnels qui ne nous appartiennent pas. Père et mère, on ne se pose pas la question 6+. Dans le cas de parents qui nous ont abandonnés, là, on fait un protocole 8 parce que c'est, je coupe les liens de souffrance, parce que mon père et ma mère a la même blessure que moi, la blessure d'abandon. Je ne les ai pas connus, mais donc je coupe pour faire en sorte que je ne porte plus leur fardeau émotionnel. Mais ils ne m'ont pas pris l'énergie puisque je ne les ai pas connus. Voilà. Donc avec les parents, c'est le 6+. Et avec les grands-parents ou les oncles et tantes, c'est qu'on a connu et qui n'ont pas été... Vous savez, parfois la grand-mère qui vous dit... avec ta robe, franchement, t'es pas jolie. Hein. Ou bien, ta sœur est beaucoup plus mignonne que toi. Mais en même temps, elle est sympa. Mais les petites, elle nous a fait perdre d'énergie. 6+. Donc, si jamais la grand-mère, elle est que bienveillance, ou le grand-père, mais là, il ne m'a pas pris d'énergie, c'est le protocole 7. Et si jamais je ne les ai pas connus, imaginons l'arrière-grand-mère qui a vécu quelque chose de très dur, on ne l'a pas connu. Donc, protocole 7. Je vais garder vos questions pour tout à l'heure. Gardez-les bien en tête, on va comment dire, je vais y répondre. Bon, allez, non, dites-moi, c'est quoi ? Sinon, elle va dire c'est injuste. Oui, alors, bon, c'est vrai que c'est une bonne question. Allez, on la garde. Si les parents sont décédés, est-ce qu'on fait le 6+? Absolument. Et toutes les personnes qui sont décédées ont changé de niveau de conscience. Ça c'est si on y croit. Moi, je vous donne ma façon de voir les choses. Chacun fait avec sa propre tambouille. Mais pour ceux qui croient à la survie de la conscience, comme un peu plus de la moitié de la population mondiale, ça c'est pour mettre la pression, eh bien, effectivement, ils ont changé de niveau de conscience et du coup, ils n'ont envie que d'une chose, c'est de réparer. Mais il n'empêche qu'ils nous ont pris l'énergie. Donc, protocole 6+, et il est probable qu'on n'aura pas besoin peut-être de faire beaucoup de fois ce protocole avec eux parce qu'ils sont désireux de nous aider. Voilà. Du coup, j'ai perdu un peu mon fil. Je disais quoi ? 6+, les parents. Où est-ce que j'en étais ? Là ? L'arrière-grand-mère, voilà. L'arrière-grand-mère. Oui, alors, justement, là, je pensais à un truc. Voilà. Une fois, il y a une dame qui me dit j'ai bientôt 40 ans, je suis en train de devenir aveugle. Ma mère est devenue aveugle à 40 ans. Ma grand-mère est devenue aveugle à 40 ans. J'ai consulté, le médecin m'a dit c'est génétique. OK. Je lui dis cherchez dans votre famille qui ne voulait plus voir quelque chose. Elle peut être assistée à un meurtre, à un viol, à des attouchements, quelque chose de terrible. Elle est remontée sur 200 ans. Elle a trouvé que son arrière-aïeul, à l'âge de 4 ans, avait vu l'ensemble du village être massacré sous les troupes de Napoléon Ier. Il y a quelque chose chez cet enfant qui a dit « je ne veux plus jamais voir ça ». Enfin, on peut imaginer ça. Sa fille n'a rien, sa petite fille n'a rien, mais par contre, toutes les femmes après sont devenues aveugles. Elle a fait quel protocole avec l'arrière-grand-mère ? 7, bravo, un bon point pour toute la salle. Ouais. Elle n'a jamais rencontré, donc elle lui a pas pris d'énergie. Il faut que je me trompe plus souvent pour que vous rigoliez.
Elle n'a pas pris d'énergie. Du coup, protocole 7 avec elle. Aujourd'hui, c'était il y a plus de 3 ans, elle n'est pas aveugle. C'est quand même incroyable, quelque chose comme ça qui peut inverser les tendances. J'ai donné une conférence à Bordeaux le week-end dernier, dimanche, et je demande dans la salle, est-ce qu'il y a des médecins ? Bon. Et il y a un monsieur, d'ailleurs sur la photo, on le voit bien, c'est un monsieur en jaune, bon. Et il dit, moi, il y en avait un dans la salle, et à la fin, il vient me faire dédicacer son livre, et il tient sa femme contre son et sa femme a du mal à marcher, il y a son fils à côté. Et il me dit cette chose incroyable, il me dit, ma femme ne peut plus marcher seule, la médecine est complètement... ne sait pas quoi faire. Il me dit, on a réalisé, lorsque nous avez fait l'exercice tout à l'heure, que quand la grand-mère de ma femme, voilà, a eu un énorme accident où elle a perdu un enfant et elle s'est retrouvée ensuite à moitié paralysée. Et j'ai dit, c'est parfois aussi simple que ça. Donc il me dit, j'ai compris que je sais qu'il faut que j'aille chercher la clé. Ma femme va faire les protocoles par rapport à sa grand-mère, qui ne s'est jamais remis. Visiblement, il y avait une histoire de culpabilité aussi, sur quelque chose dont elle pouvait se libérer. Notre corps nous exprime comment faire pour se libérer de fardeaux émotionnels. Et la chance, finalement, c'est de se dire que la vie met sur notre chemin des épreuves qui vont s'exprimer d'une manière ou d'une autre, dont on est totalement capable de se libérer. Simplement en récupérant notre énergie et simplement en essayant de chercher dans notre famille de qui on aurait pu hériter. Alors, c'est pas magique. Ça va être long. Il y a des choses qui seront... Vous allez vous dire, il va y avoir un premier résultat très positif et peut-être vous aurez envie de vous dire, c'est bon, j'ai fait le job, youpi. Mais il y a des choses qui vont vous demander du temps et je vous encourage vraiment à persévérer. Et c'est pour ça que je préconise même de prendre un petit cahier dans lequel on note quand est-ce qu'on fait les protocoles, avec qui, pour voir les changements, les évolutions. J'ai des personnes qui m'ont expliqué qu'elles avaient été en dépression très très grave et qui sont sorties de la dépression, qui vont pas mieux sur le plan de leur travail, mais elles n'ont pas réalisé qu'elles étaient sorties de la dépression. C'est pas rien. Donc, en notant sur un cahier, on voit les évolutions. Donc ça, c'est vraiment important. Et à travers les exemples que je voulais vous donner, ah oui, il y a des petites choses que j'ai notées qui sont, voilà, dans Trouver ma place, qui sont vraiment importants. Je vous ai parlé tout à l'heure de fausses couches, d'interruption de grossesse, de mort de jeunes enfants. Il y a un protocole qui est le protocole 7+, comment dire, où je vois des choses vraiment assez ébouriffantes. C'est-à-dire que parfois, peut-être que parmi dans la salle, vous avez des enfants qui n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, qui ne végètent, qui y a un côté un peu nos futurs. La vie n'a pas de sens pour eux. Et peut-être que c'est votre cas à vous. Peut-être que vous vous dites, je ne suis pas adapté pour cette planète. Bon. Eh bien, ça vient dans un très nombre, un très, comment dire, beaucoup, ouh là là, j'ai du mal. Un grand nombre. Ça vient dans une grande proportion de cas sur le fait que on a pu hériter du fait que dans notre lignée, et peut-être nous-mêmes, on a vécu une fausse couche, une interruption de grossesse ou des morts de jeunes enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 mots qui ont été associés lors de ce drame, 2 mots qui ne vont pas ensemble. Les mots naissance et mort. Ils ont été associés. Naissance et mort, ça ne va pas ensemble. Ça n'a pas de sens. Et la vie de nos enfants, eh ben, elle n'a pas de sens non plus. Et nous non plus, on ne trouve pas de sens à la vie.
Alors, si nous-mêmes, on a vécu une fausse couche, une interruption de grossesse, on a perdu un jeune enfant, on peut être sûr qu'avant nous, il y en a eu d'autres. Notre mère ou la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, ça peut sauter 1 ou 2 générations. Et ce protocole 7+, il propose de remettre à leur place des âmes dont on ne parle jamais. On ne parle jamais de fausse couche, on ne parle jamais d'interruption de grossesse, on parle presque jamais de mort de jeunes enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a la culpabilité, parce qu'il peut y avoir la honte, peut-être parce qu'il y a la tristesse. Et donc, ces âmes-là n'ont jamais trouvé leur place. Et comment on fait, nous, pour trouver notre place dans notre travail, dans notre couple, dans notre famille, si on a hérité d'un fardeau émotionnel d'une de ces âmes ? Donc, en faisant ce protocole 7+, qui consiste à dire à toutes les âmes qui se sont incarnées de manière si courte, je donne ces prénoms. On leur donne un prénom, on les fait exister. On leur donne une place au moins une fois dans la vie. Et on les replace dans la lumière, on se libère. J'ai vu des choses magnifiques. Des femmes et des hommes se relever la tête, juste en faisant ce protocole 7+, parce qu'il y avait comme une espèce de gang qui sortait littéralement d'eux. Merci Natacha, merci.